Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Dans ce contexte particulier que nous traversons actuellement, nous avons dû adapter la mise en place de cette conférence afin que vous puissiez trouver malgré tout toutes les informations nécessaires pour lutter contre la fraude dans le domaine de la rénovation du logement. L'espace France Service de Loiron a pour objectif d'informer, d'orienter et d'accompagner les habitants du territoire sur de nombreuses démarches administratives du quotidien, qu'il s'agisse de l'emploi, de la santé, de la famille, du social ou encore du logement et du numérique. Et c'est dans ce sens qu'en partenariat avec le Conseil départemental d'accès au droit, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, avec Solia, Espace Info Énergie, avec le service Habitat et Laval Agglomération, nous avons souhaité organiser cette conférence afin de vous donner toutes les informations utiles à la rénovation de votre logement. En effet, vous êtes nombreux à nous avoir informés régulièrement, être démarchés, voire même harcelés pour l'isolation à 1 euro. Il nous paraît donc important aujourd'hui de répondre à toutes vos interrogations afin que vous puissiez démêler le vrai du faux. Maintenant, je vais laisser la parole à Madame Kellier de la DGCCRF, la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, qui va apporter toutes les informations nécessaires. Donc, je vous souhaite une excellente conférence. Soyez extrêmement vigilants, soyez attentifs pour toutes ces informations et surtout, faites-en profiter largement tout votre entourage. Je vous remercie. Bonjour à tous, je me présente, je suis Véronique Kellier-Guillois, chef de service à la Direction générale de la concurrence, consommation, répression des fraudes, en poste à la DDCSPP de la Mayenne, c'est-à-dire la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Donc, je vais vous présenter quelques éléments juridiques du démarchage à domicile et des obligations qui s'appliquent aux professionnels et qui sont destinées à protéger le consommateur lors de ces ventes particulières qui sont faites donc généralement au domicile des consommateurs. Et dans un second temps, je vous donnerai quelques exemples de nos interventions en tant que service de l'État. Et je terminerai par un exemple assez significatif d'un dossier que nous avons récemment traité dans le département de la Sarthe en matière de travaux de rénovation thermique, donc proposés par plusieurs entreprises sartoises. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous présenter donc le cadre juridique des ventes hors établissement, puis je parlerai ensuite donc du rôle des services de la DGCCRF pour bien comprendre l'articulation notamment entre le rôle de ce service de l'État et le rôle que peuvent jouer également les associations de consommateurs, rôle tout à fait complémentaire des services de l'État. Alors, dans un premier temps, donc, le cadre juridique qui s'applique aux ventes hors établissement. Alors, vous pouvez peut-être être surpris, je parle ici de vente hors établissement, or, nous, dans le langage commun, nous parlons plutôt de démarchage à domicile. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter quelques instants sur la définition et donc les obligations des professionnels donc, qui concernent ce type de vente. Et dans un second temps, je vous préciserai donc les aspects plus particulièrement liés au démarchage téléphonique pour les travaux de rénovation énergétique. Alors, voilà, les définitions. La vente hors établissement, en fait, est une technique de vente qui s'applique à toutes les ventes qui sont réalisées par les professionnels
hors d'un lieu habituel de vente. Donc, ça peut être au domicile d'un client, à son travail, dans un espace public. Ça peut être aussi dans un lieu non habituel tel que une salle louée dans un hôtel. Ce qui veut dire aussi, à contrario, qu'une vente réalisée lors d'une foire et d'un salon est en fait, qui est en fait réalisée dans un lieu habituel de vente pour un professionnel, n'est pas considérée comme une vente hors établissement, donc ne bénéficie pas des règles protectrices des consommateurs, donc pour les ventes hors établissement. Alors, ces ventes hors établissement sont plus risquées pour le consommateur parce que il peut se sentir contraint de contracter sur la pression du démarcheur, du commercial. C'est évidemment le rôle de ces démarcheurs, hein, de faire signer le client en donnant quelques pressions, hein, avec des propos souvent très insistants. Donc le client se voit engagé parfois contre son gré. Donc, il faut être très vigilant sur justement la pression exercée par les démarcheurs. Et ce qui explique que le Code de la consommation donc, a prévu des règles plus protectrices pour le consommateur qui se fait donc démarcher à son domicile ou dans un autre lieu non habituellement destiné à l'activité commerciale. Alors justement, ces règles protectrices du consommateur concernent quatre aspects tout à fait particuliers à ce type de vente. Donc une information précontractuelle hein, qui doit être donnée donc, avant la signature du client, c'est-à-dire tout ce qui fait la démarche commerciale doit comporter un certain nombre d'éléments. Ensuite, la remise obligatoire d'un contrat, donc nous verrons quelques aspects plus précis. Quatrième élément que généralement tout le monde connaît, c'est le délai de rétractation de 14 jours pour le consommateur. Donc, qui s'applique à ce type de vente, mais qui ne s'applique pas aux ventes réalisées dans des locaux habituellement destinés au commerce. Hein, donc, je le rappelle, une vente réalisée lors d'une foire ou d'un salon ne bénéficie pas du délai de rétractation de 14 jours, sauf si parallèlement vous avez contracté un crédit à la consommation qui là vous permet d'annuler la vente. Et quatrième élément, une vente hors établissement ne doit pas donner lieu à une perception financière, donc à un paiement de la part du consommateur avant le délai de 7 jours. Voilà. Ce que quelques professionnels oublient, peut-être volontairement pour certains, de préciser aux consommateurs. Donc, plus précisément, donc sur l'information précontractuelle, le commercial doit préciser toutes les caractéristiques essentielles du produit ou de la prestation proposée, donc évidemment son prix et toutes les caractéristiques qui sont nécessaires pour que le consommateur ait une idée tout à fait précise de ce qui sera proposé, la date de livraison aussi. La plupart du temps, cette date de livraison est obligatoire. L'identité et les coordonnées du professionnel pour savoir à qui vous avez affaire pour pouvoir contracter avec une entreprise précisément identifiée et l'existence ou pas, mais là, en l'occurrence, oui, c'est l'existence du délai de rétractation pendant le délai de 14 jours. Donc voilà l'essentiel des informations précontractuelles qui doivent être fournies aux consommateurs avant la signature du devis. Donc, lorsque le client signe, donc si vous décidez de signer à votre domicile, donc
attention tout de même à ne pas signer trop vite. Il est plutôt conseillé de faire jouer la concurrence, donc de vous orienter vers également d'autres professionnels pour pouvoir comparer les prestations et les prix proposés. Déjà, examiner si les prestations proposées sont identiques et bien entendu comparer les prix proposés, mais à prestations identiques aussi. Voilà, donc si malgré tout vous décidez de signer le devis, qui est un engagement, même s'il s'agit d'un devis, la signature vous engage malgré tout. Dans ce cas, c'est la deuxième obligation qui s'applique. Le professionnel doit vous remettre une copie du contrat, c'est-à-dire que le contrat est établi en 2 exemplaires. Le professionnel en a un exemplaire, on détient un exemplaire et vous en remet un autre exemplaire. Et l'exemplaire qui vous est remis doit comprendre toutes les informations dont vous avez dû disposer pour l'information précontractuelle, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué, toutes les caractéristiques essentielles, le prix, le délai livraison et l'existence de la rétractation possible et donc aussi du bordereau de rétractation. Donc voilà, donc le contrat évidemment qui vous est remis est un contrat écrit que vous conservez donc au départ du démarcheur et qui vous permet de relire toutes les informations qui apparaissent sur ce contrat. Ensuite, lorsque vous avez signé ce contrat donc à votre domicile, vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours. Donc ce délai jusqu'en 2014 était de 7 jours, donc il a été prolongé du double, ce qui vous permet pendant ce délai déjà de réfléchir, de comparer, c'est-à-dire de contacter d'autres professionnels dans le même domaine pour comparer les prestations et les prix. Donc pendant ce délai de 14 jours, alors si ce délai se termine un samedi, dimanche ou jour férié, il est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant pour que vous puissiez envoyer votre rétractation. Alors, il est fortement conseillé, non obligatoire, mais il est fortement conseillé d'envoyer votre rétractation par lettre recommandée avec accusé-réception, ce qui vous permettra de conserver l'avis de réception du professionnel, ce qui sera donc une preuve, parce que c'est à vous d'apporter la preuve que vous avez demandé votre désistement de ce contrat. Donc, surtout, conservez déjà, faites une photocopie du bordereau de rétractation que vous avez complété et conservez bien entendu l'avis de réception qui émane du professionnel concernant cette rétractation. Sachez également que si le contrat ne comporte pas de bordereau de rétractation, la rétractation court tant que le professionnel ne vous a pas avisé que vous disposez d'une rétractation de 14 jours. Donc, en considérant que le professionnel ne vous ait pas remis un contrat conforme, c'est-à-dire avec un bordereau de rétractation, et ne vous ait pas informé de cette possibilité de rétractation, vous pouvez utiliser cette rétractation plusieurs mois après avoir signé. Cependant, évidemment, je vous conseille d'utiliser cette faculté de rétractation le plus tôt possible pour éviter que les travaux ne commencent ou que le professionnel ne commande la marchandise, donc les produits qui sont prévus dans le contrat. Vous n'avez pas non plus à justifier de quelque raison que ce soit pour vous rétracter. Donc, aucune information ne vous sera demandée par le professionnel. Il est souvent assez fréquent de constater que le professionnel revient voir
le consommateur, après avoir reçu la rétractation, pour faire pression à nouveau sur lui, pour éventuellement proposer un rabais. Donc, ce sont des techniques pour lesquelles vous devez être particulièrement vigilant, parce que le fait pour un professionnel d'insister auprès d'un consommateur n'est pas bon signe. Et voilà, il vaut mieux rester sur votre rétractation et pouvoir conserver la main pour contracter avec une entreprise qui vous paraît honnête. Donc c'est vraiment une faculté qui vous est donnée. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez le moindre doute, les services donc de la concurrence, consommation, répression des fraudes sont à votre disposition. Je vous indiquerai les coordonnées pour pouvoir nous contacter. Et quatrième obligation du professionnel, vous n'avez pas, donc en tant que consommateur, à régler quoi que ce soit lorsque vous signez le contrat à votre domicile, et ce pendant un délai de 7 jours. Il est très fréquent que le professionnel demande un chèque, même s'il vous annonce que le chèque ne sera déposé que 7 jours plus tard. Vous n'avez pas à verser et à lui remettre et à répondre à ce type de demande. Donc, pas de chèque remis lors de la signature du contrat, même pas de relevé d'identité bancaire pour rédiger une autorisation de prélèvement. Donc, pas de signature non plus d'autorisation de prélèvement, parce qu'il c'est considéré comme une contrepartie financière par la jurisprudence. Donc, vous n'avez rien à remettre s'agissant d'un quelconque paiement, ou même pour prévoir un paiement ultérieur, donc pendant le délai de 7 jours qui court à partir de la signature du contrat. Donc, voilà les obligations du professionnel qui sont donc particulièrement protectrices du consommateur. Donc, même si vous avez été vigilant et que tout de même vous avez cédé à la pression du professionnel, vous avez donc vous disposez de ces règles qui vous permettent de revenir sur votre décision d'achat. Alors ensuite, un point particulier sur le démarchage téléphonique pour des travaux de rénovation thermique. Donc le démarchage téléphonique, d'une manière générale, donc depuis également la modification du Code de la consommation en 2014, donc depuis la loi consommation, ce démarchage téléphonique peut être limité, en tout cas, et c'est au consommateur de prévoir cette limitation en s'inscrivant sur la liste d'opposition, donc la liste d'opposition Blocktel au démarchage téléphonique, qui normalement doit éviter pour le consommateur d'être dérangé à multiples reprises par toutes sortes de sollicitations téléphoniques. Donc, ce démarchage, donc cette inscription sur la liste d'opposition Blocktel est une inscription gratuite, et en théorie, le professionnel doit vérifier tout professionnel qui s'apprête à démarcher de manière téléphonique les consommateurs, donc à partir de fichiers dont ils disposent. Donc tout professionnel doit consulter cette liste de consommateurs qui se sont inscrits sur Blocktel avant de démarcher les consommateurs. Donc, après quelques années de fonctionnement, il s'est avéré que ces dispositions n'étaient pas fortement, n'étaient pas
bien respecté par les professionnels qui, malgré tout, continuaient à démarcher les consommateurs, même si ceux-là avaient fait la démarche de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Donc la loi du 24 juillet 2020 est venue renforcer ce dispositif sur 2 points particuliers. Non seulement donc il renforce le dispositif législatif existant et il permet de mieux sanctionner les professionnels qui ne respecteraient pas ces nouvelles dispositions. Donc le dispositif interdit désormais inclut désormais une interdiction de démarcher téléphoniquement donc pour la vente d'équipements et la réalisation de travaux pour les logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou la production d'énergie renouvelable, à l'exception tout de même des sollicitations qui concernent un contrat en cours. Donc, si vous avez déjà contracté avec un professionnel, celui-ci peut à nouveau vous appeler sur le contrat en cours. Ouais. Mais sinon, plus de démarchage possible téléphonique, plus de démarchage téléphonique possible sur tous ces travaux de rénovation thermique. Le professionnel qui souhaite démarcher téléphoniquement doit désormais, et c'est une nouvelle obligation, prendre un abonnement donc de manière obligatoire auprès du dispositif Blocktel, ce qui devrait lui permettre donc d'avoir accès plus facilement au listing des consommateurs qui ne souhaitent pas être démarchés au domicile et ça, démarchés téléphoniquement, et ça dans tous les secteurs. Et enfin, cette loi du 24 juillet 2020 a renforcé les sanctions en cas d'abus ou de non-respect des dispositions d'interdiction donc de démarchage sur les travaux de rénovation thermique, et a considérablement augmenté le montant des amendes administratives qui peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques, donc le démarcheur lui-même, le commercial, ou bien à l'égard des personnes morales, c'est-à-dire les sociétés pour lesquelles ces personnes travaillent. Donc les amendes administratives que l'administration peut prononcer ont été considérablement augmentées. Donc voilà les dispositions qui, normalement, devraient freiner le démarchage téléphonique. Dans un second temps, donc, je vais vous expliquer un petit peu plus précisément ce que nous, services de l'État, donc services de la Direction générale de la concurrence, consommation, répression des fraudes, donc pouvons, les points sur lesquels nous pouvons agir et limiter les fraudes constatées dans ces domaines particuliers que sont les travaux de rénovation thermique. Donc, je vous expliciterai quels sont nos domaines d'intervention, hein, notamment les enquêtes sur plainte et signalement. Ensuite, ce que nous pouvons rechercher comme infraction et comment nous travaillons. Quelques exemples de constatation, donc tout à fait pratiques, tirés d'exemples précis de dossiers que nous avons traités. Et je finirai par un dossier particulièrement significatif que nous avons traité dans le département de la Sarthe en 2019, qui a connu une issue judiciaire
très favorable pour l'administration et assez marquante pour les professionnels. Donc, lors d'une audience qui s'est tenue cette année auprès du tribunal judiciaire du Mans. Alors, concernant les enquêtes, donc le service de la DGCCRF peut donc recevoir les signalements, et c'est notre rôle hein, de recevoir les signalements. Donc, si vous avez été démarché à votre domicile et que vous avez des doutes sur l'honnêteté de la démarche ou sur la véracité des engagements pris par le professionnel ou sur la nature des travaux qu'il vous propose ou sur l'existence des aides qu'il vous a annoncées. Vous pouvez signaler cette pratique donc au service de la répression des fraudes, donc auprès de la DDCSPP de la Mayenne, dont vous trouverez les coordonnées en toute fin d'exposé. Alors, bon, même si, dans l'absolu, même si vous n'avez pas signé le bon de commande, mais que vous disposez d'éléments écrits, parce que des éléments oraux, des arguments simplement oraux ne pourront pas nous permettre d'enquêter, mais si le commercial vous a remis des documents, des schémas sur les éventuelles aides ou vous a fait miroiter des engagements tels que vous ne paierez rien, vous avez été choisi pour faire partie d'un programme d'essai. Voilà le type d'argument qui est parfois mis en avant. Voilà, à partir du moment où vous avez des documents écrits sur lesquels vous avez de sérieux doutes, vous pouvez nous les transmettre. Bien entendu, il nous faut un minimum d'informations également sur l'identité de l'entreprise pour pouvoir y donner suite. Donc, si cette entreprise dont vous nous avez signalé la pratique, si cette entreprise est signalée est située dans un autre département, nous transmettrons au service CCRF du département concerné. S'il s'agit d'un litige plutôt de nature contractuelle, c'est-à-dire sur l'application du contrat, par exemple, si vous constatez que les travaux ont été mal réalisés, ou bien que la garantie qui a été annoncée n'est pas appliquée. Il s'agit d'un litige de nature contractuelle. Et là, le service CCRF n'interviendra pas, mais nous vous répondrons sur vos différents recours et en vous conseillant également de prendre la tâche d'une association de consommateurs qui, elle, pourra vous accompagner dans vos démarches. Si la plainte concerne une entreprise que nous connaissons au service, pour laquelle d'ailleurs nous avons souvent déjà enquêté, nous prendrons en considération votre plainte en vous demandant notamment si vous nous autorisez à utiliser votre plainte dans une éventuelle procédure pénale. Et enfin, si la plainte concerne une entreprise pour laquelle nous avons déjà transmis un dossier au tribunal, ça peut arriver, nous vous transmettrons le numéro d'enregistrement au parquet pour que vous puissiez vous joindre à la liste des plaignants concernant cette entreprise. Alors, voilà. Sinon, pour notre travail, en fait, lorsque nous prenons votre plainte en compte, c'est parce que nous supposons
qu'elle peut être rattachée à un dossier de recherche d'infraction. C'est la grande différence, l'une des grandes distinctions à faire entre le rôle d'un service de l'État tel que le nôtre et le rôle des associations de consommateurs. Les associations de consommateurs peuvent vous accompagner pour régler votre litige, c'est-à-dire un litige individuel. Alors que notre service, qui ne règle pas de litige individuel, lui se place dans la recherche d'infraction. Donc, infraction à un texte, infraction ou manquement. Donc, nous parlons d'infraction pénale lorsque nous rédigeons un procès-verbal d'infraction qui est transmis au tribunal. Donc, ça peut être le cas des pratiques commerciales agressives, trompeuses, le non-respect de l'interdiction de paiement pendant le délai de 7 jours. Si nous constatons lors d'un signalement que vous nous avez transmis ce type d'infraction, nous sommes habilités à le relever après enquête, évidemment, auprès du professionnel. Nous pouvons également constater des manquements administratifs, c'est-à-dire en fait des infractions également, mais celles-ci ne sont pas transmises au tribunal pour suivi par le tribunal, mais elles sont suivies d'un prononcé d'une amende administrative que nous, services de l'État, adressons directement aux professionnels. Voilà. Mais en résumé, les services CCRF, donc de la répression des fraudes, donc services de l'État, sont là pour rechercher des infractions ou des manquements, donc constituent des dossiers qui regroupent un certain nombre de plaintes de consommateurs, mais ne règlent pas des litiges individuels qui sont donc plutôt de la compétence des associations de consommateurs. Alors, quelques exemples de constatations tirés de notre travail au quotidien concernant ces entreprises de démarchage pour les travaux de rénovation énergétique. Nous constatons assez régulièrement des pratiques commerciales trompeuses, ce que nous appelions pendant très longtemps la publicité mensongère. Donc, quelles sont, par exemple, qu'est-ce qu'on peut relever comme pratique commerciale trompeuse? Eh bien, c'est un démarcheur qui se fait passer pour un représentant d'un service de l'État. Mais bien entendu, toujours il faut des preuves écrites. Les preuves orales ne suffisent pas. Hein. Des énoncés oraux ne suffisent pas. C'est annoncer des aides qui n'existent pas. C'est souvent le cas. Quelquefois et souvent, le démarcheur promet des aides qui sont tout à fait illusoires. Donc, il s'agit d'une pratique commerciale trompeuse. Nous avons également relevé dans un dossier des faux avis sur Internet. Donc là, il s'agit aussi d'une pratique commerciale trompeuse. Pratique commerciale agressive, donc c'est un peu différent. C'est plutôt dans l'attitude du démarcheur qui va, dans ses propos, faire pression sur vous, consommateurs, en vous disant mais oui, mais si vous ne faites pas les travaux, vous allez être poursuivi par l'État, vous devez vous mettre en conformité. Donc voilà le type, un exemple de pratique commerciale agressive. Ensuite, les règles des ventes hors établissement qui ne seraient pas respectées. Donc, c'était le début de mon propos, c'est-à-dire les informations qui doivent figurer sur les contrats qui sont inexistantes, ou bien le fait de ne pas informer le client sur l'existence du bordereau de rétractation et donc de la faculté de se rétracter pendant 14 jours. Une autre infraction concerne l'exploitation d'une entreprise artisanale en l'absence de personnes qualifiées. Nous avons relevé ce type d'infraction
Parfois, les démarcheurs travaillent pour des entreprises qui ne comptent aucune personne qualifiée pour les travaux proposés. L'abus de faiblesse fait partie des constatations qui peuvent être relevées par procès-verbal, même si ce délit est difficilement retenu par les tribunaux. Donc, l'abus de faiblesse en lui-même ne suffit pas à constituer un dossier. Il faut vraiment avoir d'autres constatations. Et puis, enfin, nous pouvons relever une tromperie sur les qualités substantielles des marchandises vendues. Alors, un exemple, il est proposé dans le contrat un produit, par exemple une chaudière ou le changement de fenêtre d'une marque prestigieuse. Or, il s'avère à la réalisation du chantier que ça n'est pas cette marque de produit qui a été utilisée, mais des produits plus bon marché, éventuellement même des produits bas de gamme. Donc là, nous pourrons constater une tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue. Voici quelques exemples de constatations qui peuvent constituer donc des dossiers du service. Et enfin, donc pour être encore plus concret, j'ai retenu l'exemple d'un dossier que nous avons traité dans la Sarthe l'année dernière, donc en 2019, et qui s'est terminé localement, en tout cas, par une audience au tribunal du Mans, donc au mois de juin dernier, et un prononcé de jugement le 31 août, qui a été particulièrement sévère, et c'est tant mieux, en tout cas remarquable pour les professionnels en cause. Alors, ce dossier a concerné en fait plusieurs entreprises qui appartenaient au même groupe. C'est-à-dire que depuis 2013, la date de création de ce groupe, et 2019, le service de la répression des fraudes, donc dans la Sarthe, a reçu plus de 100 plaintes concernant ces différentes entreprises. Donc des entreprises qui étaient créées pour 2 à 3 ans. Des nouvelles entreprises se substituaient aux premières entreprises, mais en fait, il s'agissait toujours des mêmes démarcheurs et du même groupe sartois, donc installé à plusieurs adresses au Mans et autour du Mans. En 2019, d'ailleurs, entre janvier et septembre, nous avons reçu 39 plaintes concernant ce groupe d'entreprises. Alors, des plaintes émanant de consommateurs, mais également d'autres services, d'autres départements, des plaintes qui émanaient également d'associations de consommateurs ou bien de la gendarmerie et de la police. Une grosse enquête, nombreuses interventions ont eu lieu donc de la part du service CCRF de la Sarthe pour aboutir à un dossier qui a été transmis au tribunal le 15 octobre, donc au tribunal du Mans, sur différentes infractions pénales. Parallèlement, le service CCRF a rédigé également un procès-verbal administratif, donc pour différents manquements, et donc suivi de sanctions administratives donc prononcées à l'encontre de ces entreprises. Alors, ce dossier a été aussi remarquable dans le sens où la vice-procureure pour ce dossier a co-saisi, c'est-à-dire a demandé l'appui des services de la police, de la gendarmerie et donc de différents services de l'État, dont la DDPP, donc le service CCRF, mais également l'URSSAF, la direction des finances publiques, pour avoir une photographie très, très globale des pratiques de cette société. Cette société donc et ses représentants donc
ont été entendus. Il y a même eu des gardes à vue en février 2020, puis des mises en examen des responsables de cette société, qui ont permis donc de réaliser, donc de la part de la gendarmerie et de la police, des perquisitions auprès de la société et auprès des domiciles de ces personnes mises en cause. Et tout ceci a abouti donc à une audience qui a eu lieu pendant 2 jours, donc les 2 et 3 juillet 2020, donc devant le tribunal judiciaire du Mans, qui avait mis son jugement en délibéré le 31 août 2020. Donc la presse s'est fait écho, la presse locale et même nationale s'est fait l'écho de ce jugement. Donc même si aujourd'hui le jugement n'est pas définitif, puisque les différents protagonistes, donc non seulement les différentes sociétés, mais également le procureur de la République a fait appel de ce jugement. Donc, je peux vous donner les éléments les plus significatifs de ce jugement. Donc, la plupart des personnes physiques, c'est-à-dire sur les 9 personnes mises en cause, donc 8 ont été reconnues coupables. Donc, une seule personne donc, a été relaxée des différents griefs pour lesquels elle était poursuivie. Donc, sur les 8 personnes retenues coupables, la plupart donc ont été condamnées à des peines d'emprisonnement, donc dont 6 ou 12 mois fermes pour 4 personnes. Donc, c'est particulièrement remarquable pour plusieurs délits donc de nature économique. Nous n'avons pas l'habitude de voir nos dossiers avec une issue de peine d'emprisonnement ferme. Le tribunal a également prononcé la confiscation des biens saisis, donc la saisie qui avait été faite à l'issue des gardes à vue. Il a prononcé également pour 4 des 8 mises en cause une interdiction d'exercer une activité commerciale ou industrielle. Donc c'est aussi important et assez marquant d'interdire à ces personnes d'exercer une activité professionnelle dans ces domaines. Ils ont été privés de leur droit d'éligibilité. Et enfin, donc, le jugement a été il a été prévu la publication du jugement dans le quotidien Ouest France. Et pour les personnes morales, c'est-à-dire les différentes sociétés qui ont été poursuivies, le tribunal a prononcé des amendes délictuelles de 50 000 € pour 2 sociétés, 25 000 € pour 2 autres sociétés et 5 000 € pour la 5e société. Et également la confiscation des biens saisis, donc les biens des sociétés et du produit de l'infraction. Et enfin, comme le dossier comportait de très nombreux plaignants, le tribunal a reporté donc la procédure civile donc pour examiner les dommages et intérêts qui pourront être alloués aux différents plaignants. Donc cette procédure sera jugée lors d'une audience en avril 2021. Donc, voilà l'exemple de dossiers particulièrement significatifs grâce aux plaintes, notamment des consommateurs. Parce qu'il faut aussi retenir que dans l'absolu, même si les services de l'État peuvent relever des infractions auprès d'entreprises, donc dans les infractions de constatation faites auprès d'entreprises, même en l'absence de plainte, ces dossiers-là auront moins de chances d'aboutir, beaucoup moins de chances d'aboutir au tribunal s'il n'existe pas de plainte de consommateur. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous avez un doute, si vous avez été démarché, si vous avez des éléments écrits
que vous pouvez nous transmettre, ils pourront venir enrichir un dossier et faire poids auprès du procureur de la République pour que ces sociétés soient jugées sur des pratiques répréhensibles. Donc, je vous laisse les coordonnées, donc les coordonnées locales, donc du service concurrence, consommation, répression des fraudes, donc auprès de des DCSPP de la Mayenne, donc auprès duquel donc vous pouvez envoyer vos documents hein, pour signalement, soit par mail, vous avez l'adresse mail, soit par courrier. Nous avons un numéro de téléphone auprès duquel vous pouvez nous joindre, mais je vous conseille fortement l'adresse mail, donc plutôt la messagerie ou le courrier, parce que bon, par téléphone, généralement, nous vous demanderons des renseignements complémentaires ou nous vous demanderons de toute façon de nous envoyer vos documents par mail ou par courrier. Si toutefois vous avez un doute, vous pouvez aller sur le site internet de la DGCCRF, sur lequel vous trouverez des conseils. Vous pourrez lire de très nombreuses fiches consommation sur la vente en rétablissement et sur bien d'autres domaines, tous les domaines de la consommation. Donc, c'est intéressant de vous référer au site internet de la DGCCRF. Et puis, dans le domaine particulier de la rénovation thermique, vous avez un site très intéressant qui est celui donc de fer.gouv.fr, sur lequel vous trouverez également des renseignements très intéressants. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez le moindre doute, et surtout, attention à votre signature. Soyez très vigilants lors des pratiques de démarchage à domicile. Je vous remercie de votre attention. Donc, bonjour à tous, je me présente, Olivier Hérisson de l'espace Info Énergie de Laval Agglomération. Je fais partie de la Maison de l'Habitat qui regroupe plusieurs structures. Donc, on est là justement pour vous accompagner sur toutes ces démarches d'économie d'énergie et de rénovation de votre habitat. Donc, la Maison de l'Habitat, vous voyez là à l'écran, ça est composé de plusieurs structures. Donc, notamment l'espace Info Énergie dont je suis le représentant, qui amène un conseil neutre, objectif, en ne vend aucun matériel, et on vous conseille sur tout ce qui est économie d'énergie, aussi bien isolation, système de chauffage, ventilation et de manière plus générale le développement durable dans l'habitat, d'un point de vue technique et sur les aides financières. Mais à la Maison de l'Habitat, vous allez retrouver d'autres partenaires. Alors, le CAUE, qui n'est pas exactement dans la Maison de l'Habitat, mais qui est le Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Donc, pour tous vos projets, avoir un conseil gratuit d'un architecte, voire d'un paysager. L'ADIL, qui vous amène un conseil toujours pareil, gratuit, sur tout ce qui est conseil juridique par rapport au droit du logement. Et puis, Solia Mayenne, dont je fais également partie, qui va s'occuper de monter certains dossiers d'aide financière, particulièrement les dossiers concernant les aides de l'ANA, donc de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. On reviendra dessus un petit peu tout à l'heure. Donc, le but de notre présentation, c'est dans un premier temps le démarchage que vous voyez de plus en plus nombreux. Et pour essayer de se prémunir des mauvaises choses qu'on peut avoir sur le démarchage, voici déjà 8 premiers conseils à mettre en œuvre. C'est déjà dans un premier temps, vous le voyez sur la diapositive, de faire bien définir son projet en fait, parce que souvent vous allez être démarché par des sociétés qui peuvent vous donner des conseils en vous disant qu'ils viennent faire un diagnostic gratuit, qu'ils viennent avec différents appareils, caméras thermiques ou d'autres appareils plus ou moins exotiques. Sauf que souvent, malheureusement, c'est des sociétés qui font certains types de travaux
et leur conseil viendra quasiment tout le temps sur les travaux qu'ils réalisent, qui ne seront peut-être pas votre priorité. C'est tout l'intérêt de l'espace info-énergie, en fait, des conseillers FAIRE, qui, eux, ne vous vendent rien et vont regarder la situation réelle de votre habitat pour vous dire quels travaux vont être les plus intéressants à faire en fonction de ce que vous recherchez. Économie d'énergie, démarche plus environnementale, une amélioration de confort. Donc voilà, donc n'hésitez pas dans un premier temps à prendre conseil auprès des conseillers FAIRE avant de lancer toute démarche de contact avec des entreprises. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les services publics, souvent quand vous êtes démarché, les personnes vont se réclamer de différents services publics, de l'ANA, de partenariats avec des entreprises plus ou moins connues, EDF ou autres. Les services publics, en tout cas, ne démarchent jamais. Jamais si vous n'avez pas commencé à les contacter. Et l'ANA ne vous contactera jamais directement si vous n'avez pas commencé à monter un dossier avec eux. Donc, dès que le discours commence par se présenter en étant partenaire ou étant directement lié à l'ANA, moi, je vous conseille plutôt de ne pas donner suite. Enfin, quand les personnes sont déjà là, le démarchage au porte-à-porte ou des choses de ce type-là, faites très attention quand ils rentrent chez vous. Surtout, ne donnez le moins d'informations possible sur vous, sur votre situation et surtout sur toutes vos coordonnées bancaires. On peut vous faire croire que les aides financières vont être liées à la fois au fait que vous donniez ces coordonnées ou que vous signez des documents le jour même. Ça, c'est faux pour la totalité des cas. Ne donnez jamais vos coordonnées bancaires et ne signez aucun papier le jour même. Prenez toujours le temps de la réflexion. Dans la même idée, ne se précipitez pas. Il faut toujours comparer les offres. On peut avoir un discours assez intéressant qui vous donne envie de signer rapidement pour profiter des offres qui sont proposées, mais celles-ci peuvent être maquillées avec des aides financières fictives que vous n'aurez peut-être pas. Donc, faites plusieurs devis, ne signez pas, faites des devis comparatifs pour voir ce qu'il en est réellement de l'offre qu'on vous fait. Recontactez éventuellement aussi des conseillers FAIRE qui sont là pour vous donner des ordres de grandeur de ce que peuvent coûter des travaux, si les devis paraissent corrects, et surtout de faire un point sur tout ce qui est des aides financières. Parce qu'on peut vous promettre un maximum d'aides financières, un discours sur, on va dire, des gains énormes par rapport aux projets qui sont proposés. Le conseiller FAIRE va être là justement pour refaire le point par rapport à votre situation réelle et ce que vous pouvez attendre des travaux et des aides financières et les démarches à réaliser. Enfin, si malheureusement vous êtes un petit peu avancé dans ces démarches-là et que vous avez contracté un crédit, parce que beaucoup d'offres de démarchage, il y a un crédit qui va être lié à ces offres, il sera très important quand les travaux seront partis. Surtout, ne signez pas tout de suite l'attestation de fin de travaux parce que si l'entreprise reçoit en fait le paiement par le biais du crédit avant que vous signez l'offre de travaux, il n'y aura plus de recours possible. Enfin, si vous êtes toujours avancé et que vous n'êtes pas très content de ce qui s'est passé, ou si vous avez signé des papiers, ayez le réflexe de prendre contact avec des associations de défense de consommateurs qui seront là vraiment pour vous épauler dans toutes ces démarches juridiques pour les recours auxquels vous pourriez avoir. Et n'hésitez pas à signaler ces entreprises indélicates auprès de la DGCCRF, voire, on reviendra là-dessus, mais auprès d'un site internet gouvernemental, le site FAIRE, qui pourra remettre en cause éventuellement les labels de ces entreprises-là pour stopper toutes leurs démarches. Alors, pour la suite, je vais faire un petit point plus sur tout ce qui est démarchage téléphonique. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec les autres intervenants. Le démarchage téléphonique est très énervant et on ne sait pas forcément tout le temps comment s'en défaire. Donc, pour le démarchage téléphonique, voici quelques conseils spécifiques. Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis juillet, il y a une loi qui a été mise en œuvre, qui est applicable depuis le 1er septembre, qui interdit le démarchage téléphonique sur tout ce qui est travaux d'économie d'énergie, énergie renouvelable dans l'habitat. Ça, c'est une manière légale d'essayer d'arrêter ces choses-là.
Malheureusement, on constate encore, voilà, quand il y a de la fraude, c'est qu'on ne respecte pas les lois et malgré qu'on interdit les choses avec des lois, eh bien, il y a encore du démarchage. Alors, vous avez différentes solutions qui s'offrent à vous pour réduire ces choses-là, voire essayer de les arrêter. Dans un premier temps, il y a la solution Blocktel. Blocktel, c'est une liste sur laquelle vous pouvez vous inscrire, en sorte ce qu'on appelait les listes de téléphone rouge avant, pour signifier que vous n'êtes pas intéressé par tout ce qui est démarchage qu'il peut y avoir. De manière générale, la économie d'énergie ou non. Si vous connaissez Blocktel, souvent les retours qu'on a, c'est que ça marche pas très bien ou que de toute façon, malgré l'inscription, on a toujours du démarchage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dispositif a été un petit peu renforcé avec cette fameuse loi qui a été votée en juillet et que maintenant, les entreprises qui font du démarchage ont l'obligation, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant, de remettre à jour les listes des personnes qu'ils appellent avec les listes de Blocktel et normalement, ils doivent le faire tous les mois. Malgré ça, comme je le disais, la fraude, c'est des gens qui ne respectent pas les règles et on peut toujours avoir un petit peu de démarchage. Une autre solution qui existe, qui nécessite un peu plus d'investissement, c'est on a des téléphones filtrants finalement, des téléphones fixes, qui vont permettre de limiter, voire d'arrêter très fortement tout ce qui est appel de démarchage. Le principe est simple. En fait, le téléphone, quand vous recevez un appel téléphonique, eh bien, le téléphone va demander qu'on renseigne un code qu'il dira, par exemple 395. Il faudra appuyer sur les touches 3, 9 et 5 pour que ça sonne chez vous, en fait. Le démarchage téléphonique, dans la plupart des cas, c'est un ordinateur, enfin un robot qui fait ces numéros de téléphone et qui a l'impossibilité de faire ces chiffres-là. Chose que quelqu'un qui vous appellera pourra faire. Et par ce biais-là, ça filtrera les appels. Puis après, je dirais, d'un point de vue plus pratique, tous les appels tous les numéros qui sont renseignés dans votre répertoire sur ce téléphone-là, n'auront pas le code à renseigner. Si malgré tout, vous avez toujours des appels téléphoniques, avec ces différents systèmes, normalement, ça devrait pas mal réduire. Les bons réflexes quand vous êtes démarché pour réduire ces appels-là, mais dans un premier temps, même si le réflexe est de ne pas donner suite ou de raccrocher rapidement, ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Pourquoi ? Parce que finalement, la personne qui vous appelle, lui, l'opérateur, la consigne qu'il va avoir, c'est de noter pourquoi l'appel est infructueux et il va renseigner que l'appel a été interrompu. Et s'il est interrompu, c'est-à-dire qu'il faut recontacter la personne. Ce sera peut-être un autre opérateur qui vous appellera. Donc, le faire raccrocher systématiquement ne va pas résoudre spécialement ce souci-là. Ne lancez pas de conversation par la suite, ne donnez pas d'informations sur vous, quelle qu'elle soit, le nombre de personnes que vous êtes ou les informations qu'ils peuvent donner. Il faut essayer d'être assez ferme dans la discussion et de rester courtois, pas forcément s'énerver, ça n'amène à rien, ni pour vous, ni pour la personne qui vous appelle, et d'exiger d'être inscrit sur une liste, un fichier qu'ils ont de personnes qui ne sont pas rappelées. Voilà les principales choses qui peuvent réduire les appels, parce que le fait de raccrocher, le fait peut-être d'être désagréable, va faire que la personne va vous mettre dans les personnes à recontacter et c'est là où le harcèlement va devenir vraiment de manière très très importante. Alors je sais que c'est pas normal, que vous ne le souhaitez pas spécialement, mais de manière pragmatique, on va dire, pour réduire les appels téléphoniques, voici les méthodes qui peuvent être mises en place. Donc, deuxième zoom sur des aspects du démarchage, tout ce qui va être isolation à 1 euro, voire éventuellement les autres travaux qu'on peut faire, enfin, qui sont annoncés à 1 euro, et on verra un petit peu plus en détail. On va s'attarder dans un premier temps sur tout ce qui est isolation à 1 euro. Bien souvent, les entreprises qui vont éventuellement vous démarcher dans ces choses-là vont se faire passer ou faire semblant d'être des organismes d'État ou affiliés. C'est tout le côté un petit peu fallacieux de ces offres, parce que ces offres à 1 euro sont bien des offres commerciales et pas du tout des offres d'un organisme d'État. Le procédé commercial, il est en fait que les entreprises qui font les travaux d'économie d'énergie vont récupérer une aide financière à votre place. Et la démarche commerciale, elle est de dire, pour le prix de cette aide financière-là,
moi, je vais arriver à faire le coût des travaux. Reste à savoir ce qu'il y a comme travaux de prévus. Et on fera un petit point tout à l'heure. Donc, c'est là où il y a la démarche commerciale et c'est là où il faut faire attention. Parce que souvent, ces aides financières qu'ils vont récupérer, elles sont fonction des ressources. Donc déjà, quand on vous annonce que c'est sans condition de ressources, ben, ce que ça sous-entend derrière, c'est-à-dire que pour l'aide financière la plus faible, si vous êtes dans les ressources les plus élevées, vous aurez une aide un peu moins élevée, ben, pour le prix de cette aide financière-là, ils vont arriver à faire le coût des travaux. Donc, ça pose quand même pas mal de questions sur la qualité des travaux qui vont être réalisés. Certes, ils seront faits à 1 euro, mais si d'ici quelques mois, quelques années, il faut reprendre tous ces travaux-là, vous n'aurez plus droit à cette aide financière-là, vu que vous n'avez le droit qu'une seule fois. Donc, vous devrez payer les travaux plein pot, plus les 1 euro que vous avez payés auparavant. Donc, il va être intéressant de contacter des organismes FAIRE pour voir ces choses-là. Alors, ces offres-là, comment on peut les avoir? Tout ce qui est démarchage, réseaux sociaux, pub Internet, moi, je vous déconseille fortement de vous inscrire, même de donner vos coordonnées, parce que déjà, si vous rentrez vos coordonnées, c'est que vous allez être rentré dans un fichier et vous allez être partagé. Et c'est là où le démarchage peut être très fort, très important. Autre raison pour laquelle je vous demande de ne pas donner suite à toutes ces démarches-là, simplement parce que bien souvent, c'est des plateformes téléphoniques qui vont vous appeler, qui vont juste s'assurer qu'éventuellement vous êtes dans les conditions de ressources maximales pour avoir l'aide financière la plus importante pour pouvoir faire les travaux. Ils vont vous fixer un rendez-vous. Naturellement, vous allez penser que c'est pour faire le devis, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que dans les 3/4 du temps, c'est les entreprises qui arrivent avec le camion chargé d'isolant pour faire les travaux directement. Ils ne sont jamais venus chez vous, ils n'ont eu qu'une petite description éventuellement téléphonique, et les employés, ils n'ont que quelques heures pour faire tous ces travaux-là. Donc, c'est là forcément où on va avoir des malfaçons, des travaux de mauvaise qualité, comme on peut voir sur les photos que vous avez sur la diapositive ici par rapport à des isolations de plafond de garage, par exemple. Donc ça, c'est pour les différentes offres. Une manière, si jamais, parce que c'est un dispositif qui est quand même relativement intéressant, quand on a des problèmes de financement de ces travaux-là, la démarche pour le faire, c'est éventuellement d'avoir recours à des entreprises locales. Il faut que les entreprises soient labellisées RGE. Vous pouvez récupérer vous-même l'aide financière en faisant la démarche vous-même si l'entreprise locale ne le fait pas, mais il y a des entreprises locales qui le font, qui vont même vous avancer cette aide financière-là. Donc, les entreprises vont venir chez vous, faire un devis, vous aurez le temps de la réflexion. Je vous invite fortement à contacter un conseiller FAIRE pour avoir une analyse de ce devis et pouvoir faire les travaux plus sereinement, qui seront peut-être à 1 euro, voire peut-être un petit peu plus d'1 euro, mais vous aurez au moins des travaux de qualité qui ne seront pas à refaire dans les années à venir. Parce que sur les aspects techniques qu'il y a à voir, sur les petites photos qu'on peut voir notamment sur la diapositive, si on fait les choses rapidement, si on n'est jamais venu voir, il peut y avoir, par exemple, pour l'isolation d'un plafond de garage, de l'éclairage bien souvent qu'on va retrouver au plafond, éventuellement des meubles qui montent assez haut où on ne va pas avoir la place de passer l'isolant. Et donc là, dans ces offres de tout ce qui est démarchage, souvent ils ne vont pas s'embêter, ils vont découper autour, voire même faire complètement n'importe quoi pour pas mettre d'isolant autour. Déjà, l'éclairage marchera beaucoup moins bien vu qu'il va être encadré dans 10 cm d'isolant. Et puis, vous aurez une performance un peu moins bonne si on n'a pas une bonne continuité de l'isolation sur la surface, toute la surface. Je ne vais pas lister tous les points techniques, mais le but, c'est justement de faire un point avant de vous engager avec un conseiller FAIRE pour vérifier que tous les points techniques par rapport à votre maison ont bien été pris en œuvre. Les autres aspects qu'on peut retrouver sur les offres à 1 euro, maintenant, comme l'isolation à 1 euro a bien marché, malgré tout, parce qu'il y a des offres qui restent correctes avec des entreprises locales, on voit de plus en plus d'autres offres arriver, isolation des murs à 1 euro, des équipements de chauffage, et ainsi de suite. Avec les dispositifs d'aide financière qu'il a à l'heure actuelle, les entreprises ne peuvent pas récupérer la totalité de leur devis avec les offres financières qu'il y a actuellement sans être éventuellement accompagné. Donc, méfiez-vous grandement de tout ce qui est équipement de chauffage, eau chaude, ventilation, murs ou menuiserie à 1 euro parce que
du point de vue de fonctionnement des aides financières, ce n'est pas possible directement. Et enfin, un autre aspect à prendre en compte, certes, vous avez fait toutes les bonnes démarches, vous avez trouvé une entreprise locale qui vous fait l'avance et où vous avez réellement que 1 euro à payer, mais il faut regarder quand même votre rénovation de manière globale, parce que ces aides financières peuvent vous empêcher d'obtenir pour de futurs travaux d'autres aides financières, où on regarde la maison de manière globale. Je prends un exemple tout simple. C'est quelqu'un qui est passé par de l'isolation 1 euro pour faire l'isolation de ses planchers bas. Il en était très content, ça s'est bien passé, il a fait dans le bon ordre les choses. Et puis, il voulait remplacer ses menuiseries. Les menuiseries, si on ne fait que les menuiseries, les aides financières vont être relativement faibles. Or, si on avait regardé de manière globale et qu'on avait un gain d'économie d'énergie que l'isolation du plancher bas permettait d'amener dans son cas, eh bien, en faisant une demande d'aide financière, en prenant en compte l'isolation du plancher bas et les menuiseries, au final, il aurait eu plus d'aide financière s'il avait fait l'ensemble dans une même demande d'aide financière. Donc, je ne détaille pas toutes les aides financières, mais les conseillers FR sont là pour vous renseigner. Et donc, il faut toujours envisager ça aussi de manière un petit peu globale. Certes, l'offre est alléchante parce qu'on n'a qu'1 euro à payer sur le moment, mais sur la rénovation globale de la maison, finalement, on aura peut-être moins d'aide financière si on le fait poste par poste. Donc, c'est tout l'intérêt, éventuellement, faites des devis, contacter un conseiller FR pour déjà voir les aspects techniques, voir si le devis semble cohérent et si les différents points techniques ont bien été pris en œuvre, et puis de regarder de manière un petit peu plus globale votre rénovation. Si vous envisagez d'autres travaux dans les années à venir, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de demander une autre aide financière? Donc voilà pour tout ce qui est isolation à 1 euro. Si malgré tout, vous avez eu l'appel, vous avez le nom de la société et vous voulez signaler pour arrêter cette société, si vous avez une démarche un petit peu plus collective en fait, pour aider tout le monde à arrêter ce démarchage téléphonique-là, je vous invite fortement dans la discussion à essayer d'obtenir le nom de la société qui vous appelle, de noter son numéro de téléphone. Et puis, vous pouvez signaler cette entreprise-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le site fer.gouv.fr, où je vous ai mis une petite capture d'écran du formulaire de réclamation qu'il y a à mettre en œuvre, parce que ces sociétés qui font du démarchage sur tout ce qui est économie d'énergie, elles doivent être RGE. Et donc, si on fait une réclamation qui peut mettre à mal leur label RGE, elles ne pourront plus faire de travaux en profitant des aides financières et donc leur intérêt sera complètement bloqué. Je vous invite fortement également à prendre contact avec ma collègue que vous avez vue tout à l'heure sur l'adresse mail que je vous mets sur la diapositive ici pour signaler les entreprises. Pour que les démarches, si personne ne signale d'entreprise indélicate, il n'y aura jamais de poursuite contre elle. Le plus important, ça va être de donner éventuellement le nom de l'entreprise, les coordonnées que vous avez, et l'idéal, c'est d'avoir éventuellement des documents, si vous avez été démarché de manière physique, qui montrent le côté indélicat de l'entreprise. Donc, voici pour les signalements. Enfin, ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport au fait où vous avez malgré tout entamé des démarches parce que vous n'aviez pas ces informations à ce moment-là, n'hésitez pas à vous rapprocher d'associations de défense de consommateurs. Donc là, vous avez sur la diapositive les principales, la quasi-totalité normalement des associations de défense de consommateurs sur la Mayenne. Rapprochez-vous d'elles le plus tôt possible. Et surtout, si vous avez signé des choses, sachez que logiquement, dans le cadre d'un démarchage, vous avez, comme l'a indiqué ma collègue tout à l'heure, un délai de rétractation de 14 jours. Et donc, si vous êtes encore dans ce délai de rétractation, renvoyez rapidement les différents formulaires qui doivent être sur la proposition que vous avez, et notamment sur le devis, mais aussi s'il y a un crédit attaché sur la proposition de crédit où là, vous avez deux formulaires à renvoyer.
Si jamais le délai de 14 jours est dépassé, n'hésitez pas à prendre contact avec les associations de défense de consommateurs qui seront là pour vous aider dans ces démarches juridiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces éléments vous aideront à limiter le démarchage, notamment le démarchage téléphonique. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, donc les conseillers FAIRE sur le département de la Mayenne. Vous pouvez nous joindre au 02 50 2 46 00 00 où on sera là pour vous accompagner aussi dans ces démarches-là, notamment pour prioriser ou vous dire si les devis sont intéressants ou non. Bonjour, Sylvie Viel, je me présente, je suis première vice-présidente au sein de Laval Agglomération en charge du volet habitat et de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la politique volontariste de Laval Agglomération dans ce domaine du logement et notamment pour le parc privé. L'enjeu majeur étant ici de réinvestir en fait le parc de logements existant. Cette action prioritaire sur le territoire de Laval Agglomération est inscrite donc, dans le programme de l'habitat, le programme local de l'habitat de 2019-2024, et cela pour répondre à des problématiques existantes, donc l'adaptation au vieillissement de ces logements, donc des besoins en matière de maintien à domicile quantitativement importante et compte tenu du vieillissement de la population. Cette rénovation énergétique aussi, un volet très très important qui va occuper les 10 à 15 prochaines années, je pense, notamment dans des quartiers pavillonnaires des années 1950-1980. On peut répertorier 51,5% de logements qui datent d'avant 75 et entre 11 et 13% des ménages de l'agglomération qui sont considérés en vulnérabilité énergétique. La lutte contre l'habitat indigne, dégradé, ainsi que la vacance particulièrement marquée dans le centre ancien de Laval. Donc, on peut considérer que ça comporte 20% de l'hypercentre. Et le traitement également des copropriétés fragiles. Pour répondre à cet enjeu, que va faire Laval Agglomération, eh bien, c'est de prévoir la mise en place en fait, d'un programme global en direction des propriétaires. Cette mise en place, c'est un dispositif sur 5 ans, 2020-2024, avec une enveloppe réservée par Laval Agglomération de 3,5 millions d'euros et pour l'ANA de 7 millions d'euros pour l'amélioration de ces 1200 logements. Je pense que ce sont des budgets relativement conséquents à l'ampleur de cette tâche. Et pour 2020, par exemple, ce sont déjà 200 logements qui ont été rénovés. Ce dispositif est à destination des propriétaires occupants, des investisseurs, des syndics de copropriété, ainsi que des accédants à la propriété. Ces aides financières donc, sont attribuées sous certaines conditions, donc des conditions de revenus, des conditions de gains énergétiques après travaux, un critère également d'ancienneté de logement et puis de travaux réalisés par des entreprises. Donc, il est également prévu un suivi et une animation qui est confiée à un opérateur qui s'appelle Solia Mayenne. Et puis, donc, de prévoir un petit peu l'ensemble de ces interventions avec des aides financières qui peuvent être majorées pour le centre ancien de Laval. Donc, 4 types d'interventions sont possibles. Sur Laval Agglomération, des aides financières et techniques pour des projets de rénovation énergétique, d'adaptation du logement à la perte d'autonomie, de remise en état de logements dégradés, de transformation de local en logement, et puis de prévoir également sur Laval Agglomération tous les logements locatifs pour ces aides techniques et financières. Un deuxième point, dans les centres-villes et centres-bourgs, on va accompagner et financer des projets d'accession à la propriété, dans l'ancien, toujours, et puis d'accompagner les financements des copropriétés pour des projets de rénovation énergétique. Enfin, pour des projets complexes, des aides financières aux études de faisabilité architecturale, 50% avec un plafond de 2 500 euros. Donc, c'est tout à fait possible pour une aide à la décision des propriétaires.
Pour que ce soit plus concret, je vous propose de partager avec vous un document qui va pouvoir vous mettre en exergue en fait des exemples, tout simplement, et de vous permettre de voir un petit peu ce qui peut en être. Je partage le document. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Donc ici, le dispositif d'aide de la Val-Agglomération, des exemples donc, de projets qui sont financés, la rénovation notamment pour des propriétaires occupants. Donc ici, vous êtes en présence d'un projet pour un couple et 2 enfants, un T6, un pavillon T6 de 120 mètres carrés sur la Val-Agglomération en proximité de la gare. Et donc le coût d'acquisition, 130 000 € TTC. Le coût des travaux s'élève à 53 000 € TTC. Donc, vous avez la nature en fait, des travaux qui vous est exposés pour l'isolation thermique par l'extérieur, la pose d'une VMC, des menuiseries, l'aménagement du sous-sol, ainsi que la rénovation au niveau de l'électricité. Un gain énergétique après travaux de 59%. Et puis, donc, ce projet a donc bénéficié des conseils de l'espace énergie info, espace info énergie, excusez-moi, et d'un plan de financement par la DIL. Donc, vous avez un petit tableau qui vous répercute en fait l'ensemble des aides possibles. Donc, vous avez l'ANA, la Val-Agglomération et les régions Pays de Loire. Et tout ça pour un total d'aide en fait qui peut s'élever à des différents pourcentages en fonction de si vous êtes dans la catégorie très modeste, modeste ou PSLA. Et donc, l'aide peut arriver donc, de 38%. Donc, l'aide au total peut s'élever à 20 000 €. Vous voyez, pour un coût total de 53 000 €, c'est quand même assez conséquent puisqu'on arrive à 40%. L'aide peut être de 20% ou jusqu'à 11%. Voilà, donc c'est tout à fait intéressant. Vous avez à suivre un exemple pour un logement dégradé, hein, pour le financement. Cette rénovation complète d'un logement dégradé pour une mise en location conventionnée, il s'agit d'un T3 là, de 80 mètres carrés qui se situe en centre-bourg. Le montant des travaux, environ 80 000 € et donc le plan de financement, hein, vous avez toujours les différents partenaires qui peuvent intervenir, dont la Val-Agglomération pour 7 500 €. Le conseil départemental également, hein, pour la même somme. Et donc, le total des aides s'élève à 41 000 €. Donc, nous sommes à 50% du montant des travaux, donc, ce qui est plutôt relativement intéressant. Voilà, on vous fait part également des photos avant-après. Donc, je crois que les photos parlent d'elles-mêmes, hein. Vous avez sur la partie gauche le bâtiment et le logement avant les travaux. Et après travaux, on voit que c'est relativement qualitatif, hein, et ce qui permet en fait d'avoir un logement après à la location qui puisse être très très intéressant. Ensuite, et pour le dernier exemple, une copropriété de 10 logements. Donc là, il s'agit d'une rénovation énergétique d'un immeuble de 1967. Les travaux se sont posés sur l'isolation thermique par l'extérieur, la VMC collective, les menuiseries privatives. Le montant donc s'élève à 170 000 € environ et le gain énergétique après travaux 44%. Donc voilà, plutôt très très intéressant. Le plan de financement toujours détaillé et nous arrivons à un total d'aide de 64 000 €. Hein, vous voyez, sur un montant de travaux de 170 000 €, c'est plutôt intéressant puisque nous arrivons à 40% d'aide du montant des travaux. Voici encore des photos, hein, qui vous montrent un petit peu avant et après travaux, ainsi que le gain énergétique. Et voilà, je pense que nous sommes sur quelque chose de tout à fait intéressant et qui permettent, je dirais, de pouvoir en fait réussir à pouvoir rénover, à réinvestir le parc existant de façon qualitative et quantitative, puisque nous souhaitons également que ça puisse l'être également sur ce thème-là. L'information et l'accompagnement des propriétaires. Là, je vais à nouveau quitter et revenir. Hop, je vais arrêter. Voilà, me revoici. Donc ici, en fait, c'était tout simplement de vous indiquer qu'il y avait également d'autres aides complémentaires à celles de la Val-Agglomération et de l'ANA. Donc ces aides complémentaires sont également instruites par Solia. Hein, donc Solia est notre partenaire en fait qui nous aide en fait à instruire l'ensemble de ces demandes. Vous avez également donc des aides complémentaires avec Action Logement. Action Logement, c'est pour les salariés, les retraités du secteur privé qui vont avec les investisseurs et les propriétaires occupants. Action Logement interviendra également pour des travaux de rénovation énergétique
adaptation de salle de bain, par exemple, et puis des aides spécifiques aux investisseurs dans le centre-ville de Laval pour un conventionnement avec l'ANA. Le conseil départemental peut également intervenir. Donc là, il s'agira de la précarité énergétique pour les investisseurs, pour l'habitat indigne, l'habitat dégradé. L'adaptation des logements également avec le plan Mayennais. Et puis, des aides complémentaires qui pourront être trouvées également auprès du conseil régional, des caisses de retraite. Et puis, une convention entre Laval Agglomération et Procivis. Donc là, on aura la possibilité d'avoir des aides, des avances en fait, de subventionnement pour des copropriétés et des propriétaires occupants. Et puis des prêts pour les propriétaires occupants ne pouvant accéder à un prêt bancaire classique. Donc là, on sera sur un prêt à taux zéro, sans frais de dossier. Voilà, tout à fait intéressant de pouvoir le citer. Et puis sachez que d'autres aides sont possibles également, même si elles ne sont pas instruites par Solia, et elles sont à destination de tout public. Donc là, la rénovation énergétique éligible à tous, donc on est sans critères de ressources. Il s'agit du certificat d'économie d'énergie, de MaPrimeRénov', vous avez dû en entendre parler, des aides dématérialisées, sans accompagnement, mais plafonnées à 20 000 euros. Vous avez une adresse que vous retrouverez également sur le document qu'on vous partagera dans sa globalité. Également des aides pour les investisseurs, pour le logement avec conventionnement. Donc là, vous avez le plan de Normandie également qui peut s'appliquer. Et puis, une valorisation du patrimoine qui est possible avec la Fondation du patrimoine. Et puis, l'aide façade de la ville de Laval. À qui pouvez-vous vous adresser en fait pour obtenir toutes ces informations sur ces aides à l'amélioration de l'habitat? Un seul interlocuteur pour pouvoir vous renseigner pour ces aides de Laval Agglomération, c'est bien Solia Mayenne, la maison de l'habitat. Donc, ce sont des missions financées intégralement par Laval Agglomération et l'ANA. Vous pourrez auprès de cet organisme obtenir des informations pour tous les propriétaires et les syndics. Et puis, donc, avoir un montage et un suivi de dossier de demande de subvention pour l'ensemble des financeurs et jusqu'au versement des aides, avec un diagnostic thermique pour l'accessibilité également, des grilles de dégradation et d'insalubrité. Voilà. Donc, tout ce suivi, tout ce montage est instruit par Solia Mayenne et la Maison de l'Habitat. Les interlocuteurs, ce sont 3 personnes qui sont contactables pour ce faire, hein. Donc Elisabeth Templier, vous avez Vincent Duval également pour le Pays de Loiron et puis Sandrine Thodon. Donc, pour continuer en fait sur cette thématique et pour finir, donc Solia, vous avez plus d'informations, je vais vous partager un petit peu le document. Vous pouvez également retrouver. Voilà, Solia. Vous avez le téléphone, hein, donc 02 43 91 19 91. Et donc là, vous avez une petite adresse mail également, n'hésitez pas à l'utiliser, travaux-laval@solia.fr. Et puis, vous avez également les coordonnées de la maison de l'habitat et de la maison par rapport au Pays de Loiron. Et enfin, donc voilà, je souhaitais également partager cette dernière slide qui confirme que vous avez toutes sortes de possibilités et sont à destination de tous, hein, mais et dispensées par d'autres partenaires. Donc à Laval, la Maison de l'Habitat, 21 rue de l'Ancien Évêché. Le CAUE, qui est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, hein, qui peut également vous aider sur beaucoup de sujets. Une permanence de Solia et de l'espace Info Énergie à l'espace France Service à Loiron. Donc, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, de 14 h à 17 h. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et puis, sur la slide, là, vous retrouvez également l'ensemble des coordonnées. Donc, pour Solia. La DIL, hein, également, l'Agence départementale pour l'information sur le logement. Donc, cette structure vous offre en fait cette information gratuite et neutre, complète, sur tous les problèmes d'ordre juridique, financier et fiscal, hein, donc, qui ont trait au logement. Donc, voilà, vous retrouvez également les coordonnées. L'espace Info Énergie, hein, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc, qui peut répondre à toutes les questions liées à l'efficacité énergétique et à la protection de l'environnement. N'hésitez pas à les contacter. Et puis, pour finir, le CAUE également qui est là et qui vous propose des conseils gratuits en aménagement intérieur et extérieur. Voilà, écoutez, avec plaisir, j'espère que vous aurez pu
apprendre et réussir à avoir quelques coordonnées pour des projets que j'espère intéressants, que vous soyez propriétaire, investisseur. Et nous sommes là pour vous accompagner. L'agglomération a à cœur d'avoir ce projet et d'avoir ce financement, d'accompagner tous vos projets pour le réinvestissement du parc existant. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.